Bonjour à tous, on est parti. Donc, vous êtes aujourd'hui sur le webinaire pour présenter la campagne Allo Allo. Cette intervention on va être présentée par 4 personnes. Il y a donc Samuel Busson qui va intervenir, qui est responsable d'études biodiversité et foncier au CEREMA Méditerranée. Donc, il va faire la présentation un peu plus technique sur les impacts de l'éclairage sur les milieux aquatiques. Il va y avoir Jeanne Mas qui est à côté de moi, qui est service civique à France Nature Environnement Midi-Pyrénées et qui est en charge de cette campagne. Elliot Shaw, qui est chargé de mission pollution lumineuse à France Nature Environnement Midi-Pyrénées et qui du coup va faire une deuxième partie de la présentation sur notamment pour le temps des questions et peut-être un petit rappel de la réglementation ou compléter. Et moi-même, du coup, Léon Zaragoza, qui suis chargé de mission aussi à France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Du coup, je vais faire un peu la présentation et l'accueil du début. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas France Nature Environnement Midi-Pyrénées, on est une fédération d'associations de protection de l'environnement. Donc, nous, on est à l'échelle de l'ancienne région Midi-Pyrénées. On regroupe à peu près 130 associations de protection de l'environnement qui sont réparties sur le territoire et on fait partie de la Fédération nationale de France Nature Environnement qui a été médiatisée récemment. Du coup, vous avez sûrement entendu parler. Cette campagne Allo Allo est en partenariat avec le France Nature Environnement de Nouvelle-Aquitaine, qui est Il y a Jules qui est avec nous, peut-être s'il veut se présenter FNENA. Parfait. Du coup, Jules, je peux te laisser présenter FNENA. Je peux par contre couper son micro, il va falloir que je le remette moi. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, je l'ai remis. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est une campagne qu'on mène à deux fédés, FNE Nouvelle-Aquitaine. On a été créé suite à la fusion des régions en 2016. Les trois associations, les trois fédés d'associations qui appartenaient déjà au mouvement FNE, donc que sont Limousin Nature Environnement, Poitou-Charentes Nature et la Cévences-Aquitaine, eh ben, ils ont décidé de se regrouper tout en continuant à exister. Elles ont fait une fédération à l'échelle de la nouvelle région. Et on a été, vu que ça fonctionne bien, on a été rejoint par deux associations de dimension régionale que sont Sistitude Nature et Promet en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 associations qui sont fédérées et affiliées dans le cadre de FNE Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Parfait, mais merci. Du coup, ce webinaire et cette campagne fait suite à 2 autres campagnes. Donc, il y a eu le lancement de la campagne sur pollution lumineuse qui s'appelait Sentinelle de la nuit et qui a été faite au niveau national, et une autre campagne sur l'eau qui s'appelait ASEC. Et du coup, on a essayé de faire une continuité de ces 2 campagnes, donc d'avoir un programme qui soit en lien pollution lumineuse et eau, ce qui a donné cette campagne Allo Allo. Donc, c'est le jeu de mots des halos lumineux, halos des cours d'eau. C'est une campagne financée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la Dragesse et le département Haute-Garonne. Et elle a commencé le 26 octobre et on va la clôturer le 4 décembre. Et cette campagne se déroule sur l'application Sentinelle de la Nature de France Nature Environnement. Donc, dans l'onglet campagne, vous pourrez retrouver la campagne Allo Allo. Et l'avantage du fait qu'on la fasse en partenariat avec Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'elle peut se passer à l'échelle de tout le bassin Adour-Garonne et même un peu plus. Mais du coup, ça nous permet de recenser l'impact de la pollution lumineuse sur tout un bassin versant, voire un peu plus si ça marche bien. On a parlé de Sentinelle, l'outil campagne. Du coup, je vais laisser la place à Samuel Busson. Juste avant de lui laisser la place, si vous avez des questions, du coup,
dans l'onglet discussion, vous pouvez poser les questions. Elles seront notées et on y répondra juste après la présentation. Du coup, Samuel, je vais arrêter mon partage d'écran et je peux te laisser lancer le tien. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, nickel. Donc, merci pour cette présentation et cette invitation. Donc, je précise le pourquoi du comment de ma présence ici. Donc, bon, déjà, au niveau du CEREMA, on a une équipe qui travaille sur le sujet de la pollution lumineuse un peu partout sur le territoire national. C'est une équipe qui s'appelle Aube, du nom des publications qu'on fait, qui sont téléchargeables sur le site du CEREMA, qui traite de différentes questions autour de l'éclairage, de la pollution lumineuse. Donc, je vous invite à y aller pour pouvoir les télécharger. C'est des fiches qui sont gratuites. Et dans le cadre de ce collectif que j'anime, j'ai pris un stagiaire l'année du Covid, Alexis Boyer, qui était en BTS GPN, et je lui avais demandé de faire un petit travail de bibliographie sur les impacts de l'éclairage sur les milieux aquatiques. Donc, les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont de deux origines. Donc, il y a à la fois son travail, qui donne quelques... voilà, ça sera la deuxième partie de la présentation qui présente un petit peu les impacts par taxon, par groupe d'espèces. Et puis, et donc, je précise d'une part que ce n'est pas un travail exhaustif. Hein, la bibliographie sur le sujet, elle est extrêmement importante et je n'ai pas eu le temps de lire les centaines d'articles qui essayent de décrypter les effets espèce par espèce, milieu par milieu, en fonction des différents types d'éclairage, etc. Je vais vous donner quelques pistes qui suffisent à alerter sur le fait qu'il y a vraiment un sujet et que donc c'est important de limiter autant que possible la pollution lumineuse aux abords et sur les milieux aquatiques. Et puis l'autre source que j'utilise ici, c'est des photos qui ont été collectées dans le cadre d'un concours que nous avons organisé pour donner lieu à une exposition dans le cadre du Congrès mondial de la nature qui est organisé en 2021 à Marseille. Et donc, on a collecté pas mal de photos et on a demandé aux auteurs s'ils étaient d'accord pour qu'on utilise ces photos pour nos besoins d'illustration, typiquement dans ce genre de circonstances. Voilà. Alors, avant d'aller tout de suite sur le sujet éclairage et milieux aquatiques, je vais vous proposer une petite introduction générale pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de la problématique pollution lumineuse pour redonner un petit peu l'ensemble des enjeux. Donc, le premier point qui me semble important, c'est de rappeler pourquoi on éclaire. Parce que là, on essaye de s'intéresser aujourd'hui aux impacts négatifs de l'éclairage, mais c'est important de revenir aux motivations premières, parce que s'attaquer aux points lumineux qui sont impactants, c'est discuter avec des acteurs qui ont pris la décision d'éclairer pour certaines raisons. Et donc, il est important d'avoir toutes les motivations en tête. Donc, l'éclairage aujourd'hui, c'est quand même largement associé à un sentiment de confort. C'est considéré comme un confort par beaucoup de nos concitoyens et comme un marqueur de modernité. À l'échelle mondiale, on prend une photo de nuit en faisant le tour de la planète, les pays riches sont les pays les plus éclairés. Et dès qu'on va dans les pays en voie de développement, on a les capitales qui sont éclairées et les campagnes qui sont dans le noir. Donc, c'est un élément sociologique important à considérer. Quand on veut éteindre, quand on veut supprimer des points lumineux, ça génère des crispations d'une partie de la population parce que voilà, on leur demande de renoncer à ce confort qui a été acquis, à cette modernité, à ce symbole d'un pays développé, riche, etc. En France, l'éclairage, quand on parle d'éclairage en général, la première chose qui vient en tête, c'est l'éclairage de voirie. C'est clairement pas que ça l'éclairage, mais c'est quand même souvent ce qui vient en tête en premier. Et cet éclairage de voirie, sa vocation première, c'est d'assurer la sécurité des déplacements. Alors, ce n'est pas tant d'assurer la sécurité des voitures, parce que les voitures, elles ont des phares, donc elles peuvent éclairer les obstacles, elles peuvent se repérer entre elles à distance. C'est plutôt pour repérer les obstacles et pour permettre à des piétons, à des cyclistes notamment, d'être vus et de voir aussi leur environnement, éviter de se casser la figure, de tomber sur la route en ratant le bord du trottoir, etc. Voilà. Donc, c'est cette vocation d'assurer la sécurité des déplacements qui est à l'origine de la majorité des points lumineux quand même en France. Et donc, cette problématique de sécurité des déplacements, elle est à considérer. Donc là, je vous parle des rencontres entre voitures, piétons, etc. L'éclairage en ville, il a aussi la vocation d'assurer la sécurité des déplacements piétons, de rassurer aussi sur tout ce qui est incivilité, atteinte aux personnes, vol à la tire, vol, viol, etc., qui sont des sujets
extrêmement important sur certains territoires et qu'il faut aussi prendre en considération. L'éclairage, bien sûr, ça permet la prolongation de l'activité. On rentre dans les nuits les plus courtes de l'année, là, et si on n'avait pas l'éclairage public, à 6 heures, tout le monde serait chez soi et tout s'arrêterait. Et l'éclairage permet justement de s'opposer à ce rythme naturel, en bien ou en mal, mais en tout cas, ça permet typiquement d'avoir des loisirs, comme du foot, de consommer, d'aller faire ses courses, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, etc. etc. Et c'est encore plus important dans les pays qui se rapprochent des pôles, où on a des durées de jour très très courtes et donc l'éclairage il y a même des traitements médicaux aux ultraviolets parce que la quantité de lumière par jour est insuffisante pour tout un tas de processus physiologiques. Donc la lumière, elle a aussi cette capacité, la lumière artificielle, à pouvoir nous permettre de prolonger nos activités le soir et la nuit. Et enfin, on a une vocation qui est mobilisée sur certains territoires d'utilisation de l'éclairage pour mettre en valeur le patrimoine construit, le patrimoine naturel. On a des falaises qui sont éclairées, on a des églises, des cathédrales, des monuments aux morts, etc., etc. Et on a également une économie de la nuit, les bars, les boîtes de nuit, les magasins qui sont ouverts tard, etc. La lumière est un marqueur pour dire « je suis ouvert, venez chez moi ». On aime, on n'aime pas la mise en valeur, les activités nocturnes, mais toujours est-il que ça fait clairement partie du paysage, ça fait partie de l'économie des territoires, et donc c'est également à considérer. Pour autant, effectivement, une fois qu'on a fait un peu le tour, pas forcément exhaustif, mais en tout cas assez large des motivations d'éclairage, il y a un certain nombre d'effets négatifs de cet éclairage. Donc celui dont on parle énormément en ce moment, dans les médias, on en parle un peu partout, c'est le coût énergétique et financier lié à l'éclairage, notamment à l'éclairage public. J'ai eu un échange avec le maire de ma commune où je vis cette semaine, et voilà, la facture énergétique cette année, elle est x3. On passe de 170 000 à 480 000 euros de dépenses liées à l'électricité. Pas que pour l'éclairage, mais pour l'électricité en général. Donc, évidemment, là, tout le monde commence à s'interroger sur comment on fait des économies, évidemment. Donc, pour vous donner une idée, ça représentait en 2019 à peu près un tiers des dépenses énergétiques et financières d'électricité des communes. Voilà, ce ratio, il varie en fonction de tout un tas de choses, mais c'est une moyenne nationale. On estime qu'il y a environ 10 millions de points lumineux publics en France, j'insiste sur public, et 800 000 en Provence, puisque je travaille en Provence, donc on a des données locales de ce type-là. Et puis, il ne faut pas oublier les autres sources d'éclairage, l'éclairage privé, qui peut être commercial. Donc, le commercial, c'est à la fois l'éclairage des magasins, ça peut être l'éclairage des vitrines, l'éclairage publicitaire, les enseignes, les préenseignes. On a également l'éclairage industriel. Voilà, les usines, un certain nombre d'installations industrielles tournent 24 heures sur 24 et donc elles sont éclairées la nuit. Elles sont éclairées la nuit parce que c'est des bâtiments de grande hauteur avec des risques aéronautiques. Enfin, voilà, on a tout un tas de motivations à l'éclairage. En général, c'est aussi pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, avec des obligations réglementaires d'assurer un certain niveau d'éclairage, en intérieur et à l'extérieur. Donc, parfois, on dépasse largement les niveaux, mais en tout cas, voilà, il y a une justification à ces installations d'éclairage. Et puis, on a ici également, évidemment, l'éclairage individuel. On a tout un chacun, à un moment ou à un autre, en particulier pour les maisons individuelles, de l'éclairage extérieur pour éclairer une façade, pour éclairer une allée, une porte de garage, etc. Et puis, en fait, même l'éclairage qui sort par nos fenêtres la nuit contribue à la pollution lumineuse à un niveau local, mais ce niveau local, vous avez certains territoires où on a un habitat très dispersé. Dans ces zones-là, une maison sans volet, la nuit va être un vrai piège attractif pour de très nombreux insectes. On peut aussi avoir des oiseaux qui viennent percuter les vitres la nuit, etc. Donc voilà, tout le monde a un rôle à jouer, qu'on soit individu habitant, qu'on travaille dans une entreprise, qu'on soit électeur d'une commune, qu'on soit technicien élu. Voilà, c'est vraiment une responsabilité partagée, avec évidemment des niveaux de responsabilité très variés, mais on a tous un rôle à jouer là-dedans, avec toutes nos casquettes. Alors, quand on parle de pollution lumineuse, de quoi on va parler? On va s'intéresser déjà aux impacts de cet éclairage artificiel nocturne sur la biodiversité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'échelle du temps géologique, le monde vivant a évolué sur Terre avec un
certain nombre de sources de lumière naturelle, donc certaines plutôt anecdotiques à nos latitudes, comme les aurores boréales ou les aurores australes, les orages qui, ponctuellement dans l'année, enfin plus ou moins ponctuellement selon où on vit, qui peuvent voilà, apporter de la lumière la nuit, ponctuellement le temps des éclairs, même si on y voit comme en plein jour. Vous avez également les éruptions volcaniques, les incendies, qui sont aussi des événements ponctuels qui peuvent éclairer la nuit. Mais bon, au-delà de ça, qui est très, très anecdotique, en fait, l'élément, le phare dans la nuit, en général, c'est la Lune quand elle est là. Donc, c'est important de dire quand elle est là, puisqu'on a un cycle de 28 jours avec une position de la Lune dans le ciel qui varie toutes les nuits et tout au long de l'année, une surface de Lune éclairée, donc qui nous éclaire, qui varie au cours du cycle, et puis évidemment des interférences éventuelles de nuages qui vont aussi modifier la quantité de lumière qu'on perçoit à la lueur de la nuit. Voilà, on a également la Voie lactée, la voûte céleste, pardon, qui comprend notamment la Voie lactée et puis d'autres objets célestes. Et cette voûte céleste, pour nous, alors ça dépend d'où on vit, mais elle est plus ou moins visible. La quantité d'étoiles va dépendre, la quantité d'étoiles qu'on va pouvoir voir va dépendre de la qualité du ciel. En fait, plus on est dans une zone avec de la pollution lumineuse, plus on a de photons qui partent dans l'atmosphère. Et ces photons vont rentrer en interaction avec les particules en suspension dans l'atmosphère et donc éclairer le ciel, éclairer les particules de poussière, d'humidité, etc. en suspension dans l'air. Et donc, cette lumière moyenne va être plus lumineuse que des étoiles peu lumineuses. Et donc, la quantité d'étoiles va diminuer en fonction de la pollution lumineuse. Voilà. Mais en tout cas, cette voûte céleste, c'est un élément très structurant pour la nuit, pour tous les individus vivants qui ont une activité la nuit, qu'elle soit habituelle ou ponctuelle, comme par exemple les migrations des oiseaux. Certains oiseaux sont diurnes et leurs migrations sont nocturnes. Donc, voilà. Donc le ciel, il sert aux animaux comme il sert à nos marins d'antan à s'orienter, à se diriger la nuit. Voilà. Et les phénomènes qu'on peut constater, les effets qu'on constate de manière générale sur la biodiversité vont se ranger en caricaturant en deux catégories. Donc on va avoir un phénomène d'attraction. Donc ce phénomène d'attraction vers le point lumineux, on l'observe notamment beaucoup sur les insectes. Vous allumez une lumière sur votre terrasse en été, un soir agréable pour vous, pour prendre l'apéro dehors. Il y a rapidement beaucoup d'insectes qui vont vous rejoindre et qui vont tourner autour de votre point lumineux et qui vont rester là jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou jusqu'à ce qu'ils se fassent manger ou qu'ils s'épuisent. Voilà. Donc, on a eu une étude allemande qui estimait qu'il y avait 1 milliard d'insectes qui étaient tués par nuit autour des lampadaires publics en Allemagne. Voilà. Dans un contexte où on considère qu'on a perdu 80% des populations d'insectes en 30 ans, on considère de plus en plus que la lumière est un des facteurs importants de cette diminution des populations d'insectes. On a le phénomène opposé, qui est le phénomène comment dire, pour les espèces lucifuges qui vont fuir la lumière. Et on va avoir par exemple ce qu'on appelle l'effet barrière. Donc pour une espèce qui fuit la lumière, en général, elle fuit la lumière soit parce que ses organes visuels sont totalement inadaptés à ces niveaux de lumière et donc ça la blesse, ça l'aveugle, voire ça la rend complètement incapable de s'orienter une fois qu'elle est éblouie. Ou bien c'est une espèce qui craint une prédation, une détectabilité accrue par ses prédateurs et qui va donc fuir toutes les zones où elle serait susceptible d'être plus détectable. Et bien pour ces espèces-là, un alignement de lampadaires comme on le voit ici va avoir la même réalité qu'un mur physique en béton. C'est une barrière infranchissable et donc ces espèces qui fuient la lumière vont faire de grands détours dans le paysage pour éviter les zones éclairées. Quand ce sont des espèces à grand rayon d'action, donc des espèces volantes, des chauves-souris, des oiseaux, etc. Pour des espèces qui sont à petit rayon d'action, leurs capacités d'évitement sont beaucoup plus limitées et sont beaucoup plus impactées localement par ces points lumineux. Et donc, la conséquence de cet effet barrière, c'est qu'on va allonger les trajets, allonger la durée des déplacements, allonger la dépense énergétique liée à ces déplacements, voire fragmenter le paysage, c'est-à-dire enfermer des petites populations au sein d'espaces qui sont sur tous leurs contours qui sont éclairés. Et donc, on va empêcher dans ce cas-là on va empêcher
les croisements génétiques, les rencontres entre différentes sous-populations. Et donc, on va appauvrir génétiquement la population jusqu'à son extinction par pauvreté du patrimoine génétique. On a aussi une incidence sur les relations entre les proies et les prédateurs. Un fonctionnement naturel d'écosystème est aussi rythmé par l'alternance du jour et de la nuit et par les modifications de la luminosité de la Lune. Et on constate par exemple que des petites proies, des micro-mammifères, sont moins actifs les nuits de pleine lune que les nuits de nouvelle lune. Et donc, quand vous éclairez bien plus qu'une pleine lune. Et donc, évidemment, que ces micro-mammifères, ils vont être fortement influencés par l'éclairage. Et donc, on va changer les rapports de force, on va rendre des proies beaucoup plus détectables, on va faciliter la vie à certaines espèces qui vont tolérer la lumière. Donc là, c'est le cas de ces araignées qui construisent leur toile sous un lampadaire et qui vont simplement attendre que les insectes vont venir s'y piéger pour alimenter leur garde-manger. On a le cas aussi avec, je crois qu'on a une autre photo, non, c'est pas celle-là. On a une autre photo avec un gecko qui chasse au sein d'un luminaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2-3 études qui ont été menées sur les chauves-souris et sur les araignées qu'on trouve à proximité de ces luminaires. Et ces 2 études ont montré que quand bien même ces espèces avaient un avantage pour l'alimentation, en allant se positionner sous les points lumineux, les populations de ces espèces se portaient moins bien en zone éclairée qu'en zone non éclairée. Et donc, les conclusions des chercheurs qui ont mené ces études, c'est que pour l'alimentation, ces espèces sont avantagées, mais pour tout le reste de leur cycle de vie, que ce soit le repos, la reproduction, les déplacements, etc., elles sont désavantagées par l'éclairage, comme la majorité des autres espèces, et donc elles vont quand même, mine de rien, éviter les zones éclairées. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que ça va les avantager au niveau cycle de vie. Finalement, elles sont, même si elles trouvent une opportunité alimentaire, elles sont pénalisées par l'éclairage. On a également une perte des repères célestes. La perte des repères célestes, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de migrations qui sont nocturnes. La nuit, il y a beaucoup moins, les flux d'air sont beaucoup plus stables, d'une part. Donc, c'est beaucoup moins fatigant pour les oiseaux migrateurs de se déplacer la nuit à ce niveau-là. Et d'autre part, il y a une moindre détectabilité par des prédateurs éventuels. Et donc, voilà, on a pas mal de phénomènes migratoires qui sont nocturnes. Et ces phénomènes migratoires, comme je vous l'ai dit, pour beaucoup d'espèces, il a pu être démontré qu'elles se basaient sur la position de la Voie lactée et des étoiles dans le ciel. Et il y a même des espèces qui sont capables de repérer des constellations comme nos marins, c'est-à-dire qu'il y a des expés qui ont été faits en planétarium. En modifiant la position des étoiles dans le ciel, on a pu prouver que des bousiers, par exemple, modifiaient leur déplacement. Et donc, voilà, on a une capacité chez pas mal d'espèces nocturnes de se repérer au ciel. Et donc, le fait que ces animaux perdent leur repère céleste, ça va avoir comme conséquence, ils vont également avoir des trajets plus chaotiques, donc allongés, ils vont augmenter la distance. Or, des migrations entre le nord de l'Europe et l'Afrique subsaharienne, c'est des migrations qui sont extrêmement coûteuses en énergie. C'est des oiseaux qui vont faire des réserves pendant des mois pour pouvoir réaliser cette traversée. Et donc, voilà, tout kilomètre en plus est un risque pour l'individu et pour la population. On affecte les populations également à ce niveau-là, puisque voilà, elles se perdent beaucoup plus fréquemment, vraisemblablement, pendant leur trajet migratoire. On affecte également les capacités de communication pour les espèces qui ont choisi la production de lumière comme méthode de communication. Donc, c'est notamment le cas des lucioles et des vers luisants. Voilà, il y a plusieurs études qui sont intéressées à ces espèces, évidemment, qui montrent que voilà, même des très faibles niveaux de lumière suffisent à réduire la reproduction, la rencontre des partenaires, puisque c'est une manière d'attirer un partenaire sexuel, notamment l'émission de lumière la nuit. Et donc, la solution pour les vers luisants et les lucioles, c'est de sortir des zones éclairées. Manque de bol, sortir de ces zones peut parfois signifier aller en zone agricole où là, on a l'utilisation d'insecticides qui n'est pas forcément un cadeau non plus. Donc voilà, on a double peine pour ces espèces-là qui ont beaucoup plus de mal à se reproduire et à survivre. Alors, au-delà de l'impact sur la biodiversité, on a également un impact sur l'observation du ciel nocturne, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a un effet de halo, petite dédicace à FNE. Donc là, le halo lumineux, ce plafond nuageux là, va permettre en fait de visualiser tous les photons qui repartent vers le ciel. Donc là, il ne faut pas croire que ce sont des spots à la Batman qui éclairent le ciel. Hein. C'est essentiellement
de la lumière qui est réfléchie depuis le sol vers le ciel. Quand vous éclairez avec un lampadaire vers une route, cette route réfléchit une partie des photons vers le ciel, dans toutes les directions, et notamment vers le ciel. Et cette réflexion va être accentuée par exemple, des routes mouillées ou des revêtements clairs. Voilà. Donc, ça va être des choses à considérer quand aujourd'hui on veut lutter contre l'îlot de chaleur urbain et qu'on va éclaircir les revêtements. Il va falloir penser aussi à réduire les quantités de lumière pour éviter d'accentuer encore le phénomène de pollution lumineuse. En tout cas, là, ce plafond nuageux nous permet de visualiser effectivement la quantité de photons qui repart vers le ciel et qui va altérer la qualité de ce ciel. Ici, on a Grenoble. Grenoble qui est voilà, une ville située en cuvette et qui est réputée pour sa pollution atmosphérique. Et en fait, là, ce que vous pouvez voir, là, c'est qu'on est au-dessus de la ville, on est au-dessus du nuage de pollution, et que ce nuage de pollution, il fait le même effet que tout à l'heure, mais il le fait beaucoup plus bas, il fait un couvercle beaucoup plus bas. Et donc, double peine pour les Grenoblois qui, à la fois, ont un air de mauvaise qualité et qui, en plus de ça, voient très peu d'étoiles du fait de cette pollution lumineuse qui est comment dire, potentialisée par la pollution atmosphérique. Voilà, et donc ça semble important de rappeler que ce ciel, il a été l'accès au ciel lumineux, étoilé, a été un élément assez structurant dans pas mal de mythes, légendes, religions humaines, et qu'aujourd'hui on perd ce lien au ciel, on perd ce lien à l'immensité, alors que ça nous ramène à notre petite place d'humain au sein de ce grand ensemble. Donc ça semble aussi important, au-delà de préserver l'accès aux étoiles pour des astronomes, des professionnels et des amateurs. Je pense que tout le monde a un intérêt fort à pouvoir avoir accès à un ciel de qualité. On a également des effets sur la santé humaine et le sommeil. On a des études qui ont démontré que des faibles niveaux de lumière suffisaient à altérer le cycle de la production de la mélatonine. Et quand on vit, par exemple, là en ville, en centre-ville, et qu'on n'a pas la chance d'avoir des volets ou des rideaux occultants, on a une quantité de lumière qui rentre en permanence dans les pièces. Et cette faible lumière, chez certains individus, c'est variable d'un individu à l'autre, mais chez certains individus, elle peut provoquer effectivement une altération de la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et qui va avoir des effets en cascade sur plein d'autres productions hormonales et qui peut avoir des conséquences avec une augmentation des cancers, une augmentation des phénomènes d'obésité, des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, on a des conséquences à la fois sur le sommeil et sur la santé des personnes exposées à des forts niveaux de pollution lumineuse. Ça a d'abord été montré pour les gens qui travaillent la nuit, qui étaient exposés à la lumière de la nuit, mais voilà, on a aussi des études aussi qui le montrent sur des gens qui travaillent le jour, mais qui vivent dans des environnements lumineux. Alors, autre effet sur la santé, sur l'homme, c'est la lumière bleue et les LED. Donc la lumière bleue, qu'on appelle lumière bleue, en fait, quand vous regardez ces luminaires LED, là, c'est des lumières qui sont blanches, mais c'est des lumières qui sont blanches par l'utilisation d'un filtre qui est apposé sur les modules LED qui, initialement, émettent surtout dans le bleu. Donc, en fait, c'est un mélange de couleurs qui va permettre d'arriver à cette lumière blanche. N'empêche que dans le spectre lumineux, quand on le regarde au spectrophotomètre, on a bien du bleu. Et cette lumière bleue, c'est la lumière qui est plutôt caractéristique du jour, du début du jour, et qui va dire à notre corps, c'est le jour qui se lève, donc c'est le moment de s'activer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit pas d'écran dans les chambres, pas de smartphone, pas de tablette, etc. Parce que dans ces dispositifs électroniques, on a pas mal de lumière bleue. Et au-delà de ça, la technologie LED, qui est une technologie aujourd'hui ultra majoritaire dans les projets neufs, c'est une technologie qui est basée sur des modules électroniques qui émettent de la lumière sur des toutes petites surfaces en très grande quantité. Et donc, c'est des modules LED qui sont fortement éblouissants. Si vous faites l'expérience de regarder des lampes LED la nuit, ce n'est pas très agréable et vous avez une rémanence et les points de LED qui s'impriment sur votre rétine pendant quelques instants. Donc, je ne vous recommande pas de le faire d'ailleurs. Et donc, c'est une technologie pour laquelle on a des précautions à prendre, notamment, c'est décommander dans les chambres des enfants d'utiliser des LED dont les sources sont visibles. Parce que ça peut altérer la rétine, ça peut abîmer la rétine et mener à une perte de l'acuité visuelle. Si maintenant on fait un focus sur l'objet de la conférence, là, sur les milieux aquatiques, donc là, je vous donne quelques exemples. Mais d'abord, je voulais faire une petite introduction pour rappeler des éléments qui me semblent intéressants du travail qu'avait fait le stagiaire, là, Alexis,
il y a une publique qui expliquait que 50% de la population mondiale vit à moins de 3 km des masses d'eau douce. Donc ça, c'est quand même un point qui me semble important. Et les écosystèmes d'eau douce et voisins, donc, notamment tout ce qui est ripisylve, forêt riveraine, etc. Et ben, dans ces écosystèmes-là, on trouve 10% des espèces animales connues, alors que ces écosystèmes représentent moins de 1% de la surface terrestre. Donc, il y a énormément de diversité, il y a énormément de bestioles et d'organismes vivants dans ces endroits-là qui sont quand même rares. Et c'est également là que vit la moitié de la population mondiale. Et donc, et en plus de ça, enfin, voilà, la suite logique, c'est que là où vit la population, ben, on a de l'urbanisation, on a de l'imperméabilisation, et c'est un fort corollaire de l'éclairage. En gros, c'est les zones les plus urbanisées qui sont les plus éclairées. Et d'ailleurs, quand vous allez sur certains sites qui vous proposent des cartes de pollution lumineuse, ce sont des cartes qui ne sont pas faites sur la base de photos, mais qui sont faites sur la base de modélisation à partir de la population. Voilà. Et en général, les résultats sont assez bons, quoi. On va rater, par exemple, des sites industriels ou des sites de loisirs qui ne sont pas habités. Mais voilà, en général, on a une très bonne corrélation entre urbanisation et éclairage. Et donc, conclusion de tout ça, les milieux aquatiques, terrestres notamment, mais marins aussi, puisqu'il y a une très forte population qui vit aussi en zone littorale, c'est des milieux qui sont très fortement affectés par la lumière artificielle. Très généralement, on a pas mal de lumière sur ces milieux-là. Donc là, on a fait un petit travail avec la métropole Aix-Marseille-Provence qui est encore en cours. Donc c'est une métropole qui couvre, je sais pas, 70%, je pense, du département des Bouches-du-Rhône. Et donc on a superposé une carte de pollution lumineuse qui a été produite par le bureau d'études Dark Sky Lab sur la base de photos satellitaires nocturnes produites par la NASA. Et on a croisé cette carte de pollution lumineuse avec la trame bleue du territoire. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a globalement voilà, tous les milieux aquatiques qui vont être, enfin, beaucoup de milieux aquatiques qui vont être, comment dire, des facteurs d'urbanisation. Hein. L'urbanisation s'est faite le long des cours d'eau. Donc là, vous avez l'Uvonne qui traverse Marseille. Et on voit que finalement, les zones les plus polluées dans ce coin-là se concentrent notamment le long de l'Uvonne, très précisément. Voilà. Là, on a l'étang de Berre. Donc, tout le pourtour de l'étang de Berre, c'est un étang qui est entouré d'installations industrielles. Et il y a un aéroport. L'aéroport de Marseille se trouve ici, là, au sud-est de l'étang de Berre. Et voilà. Donc, le pourtour de l'étang de Berre est très fortement affecté également par la pollution lumineuse. Ici, vous avez le Rhône, qui est aussi pas mal éclairé. Et puis ici, vous avez la Durance. Et là, vous voyez que les communes se répartissent le long de la Durance. En fait. Donc, c'est bon. La Durance est là, pardon. La Durance est là, et là, c'est le canal de la Durance. Voilà. Et donc, on a pas mal de corrélations entre cours d'eau et pollution lumineuse sur la métropole Aix-Marseille-Provence. On a pu le vérifier également. Ce que je n'ai pas précisé sur cette carte-là, c'est que plus la couleur était chaude et plus on avait de pollution lumineuse. Et plus la qualité du ciel est mauvaise. C'est ça que dit cette carte de pollution lumineuse produite par le Dark Sky Lab. Une caractéristique aussi importante de la lumière, c'est que la lumière est filtrée par l'eau. Donc, on a un effet de quantité qui va diminuer exponentiellement avec la profondeur. Donc, on a une pénétration qui s'arrête à une certaine profondeur. Et aussi, on a une différenciation par longueur d'onde. Donc, les lumières les plus chaudes vont être filtrées dès les premiers mètres ou voire dizaines de centimètres de la colonne d'eau. Et puis, le bleu va descendre le plus profondément. Or, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, les lumières aujourd'hui qui se diffusent largement, c'est de la LED blanche qui comprend du bleu. Et donc, on va avoir une pénétration dans la colonne d'eau qui va être importante. Or, la lumière naturelle, c'est un élément qui est essentiel au phénomène de photosynthèse pour tous les organismes photosynthétiques, notamment les plantes photosynthétiques. Et cette lumière naturelle, elle va avoir une incidence sur la stratification verticale, c'est-à-dire la répartition dans la colonne d'eau des organismes vivants en fonction justement de la répartition de ces espèces végétales et des autres espèces photosynthétiques. Et donc, ça va structurer tout le fonctionnement de l'écosystème. Et l'éclairage nocturne va perturber tout ça parce que déjà, ça va provoquer une photosynthèse nocturne qui n'est pas naturelle. Et en plus de ça, il y a certains individus mobiles qui vont se comporter de nuit comme ils se comporteraient de jour et donc ne pas être au même endroit qu'ils devraient l'être et donc modifier les chaînes trophiques, les rapports proie-prédateur, etc. Donc la lumière, c'est un élément qui est très structurant dans la répartition des espèces dans la colonne d'eau.
désolé, je vais mettre la photo là. La lumière, elle affecte les milieux aquatiques de différentes manières. Donc déjà, elle va pénétrer dans l'eau, c'est ce qu'on vient de voir. Elle va aussi se refléter à la surface. Et en se reflétant à la surface, elle va être polarisée. Et cette lumière polarisée, c'est un élément qui peut être extrêmement important pour certains insectes qui sont capables de détecter la lumière polarisée. Elle va également se diffuser dans les milieux environnants, c'est-à-dire que la surface aquatique va jouer un rôle de miroir et va donc renvoyer les flux lumineux sur les milieux environnants, notamment les ripisylves. Voilà. Et naturellement, ces ripisylves, c'est plutôt des milieux, en général, qui sont végétalisés, avec des végétaux assez denses, et qui donc, naturellement, laissent assez peu passer la lumière, y compris la lumière de la Lune et des étoiles. Et donc, et les milieux aquatiques jouent également un rôle de filtre en profondeur et en température de couleur. Et donc, l'éclairage artificiel, il va altérer tout ça, puisqu'il va éclairer les cours d'eau et les ripisylves. Et il va éclairer à des heures où normalement on n'a pas de lumière, avec des qualités de lumière qui ne sont pas naturelles non plus. Donc, on a forcément un impact potentiel extrêmement important. Si on va un peu dans le détail maintenant par groupe d'espèces, par taxon, quand on s'intéresse aux insectes, l'effet barrière dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est constaté, c'est-à-dire que la lumière en bord de cours d'eau, sur des ponts, etc., va avoir tendance soit à empêcher les insectes de passer par répulsion, soit plutôt par attraction et effet puits, c'est-à-dire que les insectes vont aller vers la source lumineuse et y rester, donc ne vont plus se disperser dans le milieu. On a une augmentation, alors en plus on a des effets contraires des fois. Donc là, le deuxième exemple est intéressant. Donc là, on a une augmentation de la prédation sur les poissons insectivores. C'est-à-dire que les prédateurs des poissons insectivores vont être plus actifs quand on a de la lumière, parce qu'ils vont être plus efficaces en chasse nocturne. Et donc, ça peut avoir comme conséquence une augmentation locale de l'abondance des insectes. C'est-à-dire qu'il y a moins de poissons qui mangent des insectes parce que ceux-là se font plus manger. Et donc, il y a plus d'insectes parce qu'ils ont moins de prédateurs. Bon, cet effet-là que Manfrin a pu constater, il va être contrebalancé par le fait que la concentration des insectes va favoriser la survenue des prédateurs des insectes aussi. Donc, on a des effets contraires. Il y a eu aussi une étude qui a montré qu'on avait une diminution de la taille moyenne et de la richesse taxonomique des insectes aquatiques émergents sous lumière artificielle. Et en parlant d'insectes aquatiques émergents, là, vous avez un phénomène qu'on constate dans pas mal d'endroits, c'est l'émergence des éphémères, donc des insectes qui ont une vie terrestre assez courte et dont les femelles pondent à la surface de l'eau en temps normal. Et en fait, on a une attraction assez forte, une confusion assez forte pour ces espèces-là entre la surface d'une rivière et des routes éclairées. Et donc, vous avez à certains endroits des accumulations d'insectes en très grande quantité, parfois plusieurs dizaines de centimètres d'insectes, qui s'entassent sur les routes, qui pondent sur les routes. Et donc, évidemment, c'est des pontes qui n'aboutissent pas, des insectes qui se font écraser. Et donc, on peut imaginer que ça a des effets très forts localement sur la population de ces insectes. Et puis, il y a eu pas mal de constats de réduction de la reproduction sur les insectes aquatiques lorsque les milieux étaient éclairés et un bouleversement des comportements naturels. Voilà, donc des effets populationnels assez importants. Sur les amphibiens, on a pas mal d'effets qui ont été prouvés, notamment au niveau terrestre, mais au niveau aquatique, il y a aussi eu preuve de perturbation de la reproduction. On a des comportements de chant qui ne sont pas les mêmes, on a des insectes qui vont être attirés par les points lumineux et qui vont moins aller à la rencontre de leurs partenaires sexuels. On a une incidence, il y a une étude qui vient de sortir là, sur les têtards de crapauds communs et qui montre une incidence sur l'expression des gènes chez ces têtards de crapauds communs, les gènes qui sont impliqués dans l'immunité et dans le métabolisme des lipides. Donc ça aura des effets sur le taux de survie en fait, des individus, tout simplement. Donc là, on est bien sur la reproduction et sa suite, le développement des jeunes. On va avoir une phototaxie positive, donc un certain nombre d'amphibiens sont attirés par la lumière, et puis eux-mêmes, spontanément, et d'autres qui vont, par opportunité alimentaire aussi, aller vers les points lumineux. Et donc ça peut avoir des incidences. Voilà typiquement les amphibiens qui vont chasser des insectes sur les routes à proximité des cours d'eau,
c'est le risque d'écrasement. Et on a aussi une majorité d'amphibiens qui sont nocturnes et qui disposent donc de dispositifs de vue adaptés à la vie nocturne à de très faibles niveaux lumineux. Et il a pu être démontré que certains subissent des éblouissements permanents suite à l'exposition à des quantités de lumière un peu importantes qui peuvent aboutir à l'aveuglement et à la mort des individus. Sur les poissons, déjà, on peut faire le constat que la lumière est utilisée à la fois pour la pêche et pour la production de poissons en tout genre. Hein. La lumière est un facteur qui va être utilisé pour doper la prise de masse chez les saumons, par exemple, et puis dans les élevages de saumon. Et puis, c'est aussi une technique de pêche, la pêche à la lumière, qui est interdite dans pas mal de territoires, qui est pratiquée notamment dans les eaux internationales. Et en fait, voilà, la lumière, la nuit, provoque la formation de bancs de poissons, et donc c'est beaucoup plus facile de les pêcher. Si vous regardez des photos aériennes en mer du Japon, au large de l'Amérique du Sud, on a des alignements de lumière de nuit en pleine mer, et en fait, c'est des chalutiers, des bateaux de pêche qui utilisent cette technique-là pour concentrer les proies et les pêcher facilement. Ce qui a pu aussi être constaté, c'est que la lumière provoquait une surprédation des saumons par les chabots, les mammifères, notamment les ours en Amérique du Nord, et par les oiseaux. Donc voilà, les populations de poissons sont affectées par surprédation. Constat aussi que les juvéniles de saumon sont beaucoup moins mobiles et vont beaucoup moins rechercher d'aliments la nuit dans les secteurs éclairés chez les truites arc-en-ciel notamment. Et puis, il y a des effets qui ont été démontrés sur le développement des alevins, sur leur dispersion, sur la production hormonale chez les adultes de beaucoup d'espèces que je vous cite là, la perche, le gardon, le saumon, le bar. Il y a aussi une étude qui montrait que le comportement migratoire des anguilles était affecté. Donc ça, c'est des points importants quand on met en place des grosses opérations d'amélioration des continuités écologiques en effaçant des seuils, des barrages, etc. Mais qu'on garde quelques points lumineux, en fait, on peut réduire quasiment à néant l'effort pour quelques espèces cibles. C'est quand même assez dommage. Des études sur les crustacés qu'avait trouvé Alexis aussi, qui montraient notamment qu'on avait la lumière qui poussait les écrevisses du Pacifique, qui sont une espèce invasive, exotique, à augmenter son besoin d'abri. Et donc, qui avait comme conséquence qu'il y avait de plus en plus d'écrevisses qui fouissaient, qui mettaient de la matière en suspension. Donc là, c'est une modification du milieu. L'écosystème aquatique est modifié par ce phénomène-là. Et en plus, ça déstabilise les berges. Voilà. Et en plus de ça, on avait également une concurrence dans ces recherches d'abri entre les espèces exotiques et les espèces indigènes qui sont a priori encore plus sensibles à la pollution lumineuse que les espèces exotiques. Et donc, compétition en défaveur des espèces indigènes. Et une inhibition du comportement nocturne des écrevisses indigènes, c'est-à-dire que c'est plutôt la nuit qu'elles accomplissent leur cycle de vie normal. Et donc là, ce cycle-là est inhibé par la lumière. Sur les chauves-souris, donc il y a plein d'études qui s'intéressent à l'impact de l'éclairage sur les chauves-souris. Je vais juste vous en citer une qui vient de sortir en 2022 et qui évalue... alors l'objet principal de cette étude, c'est d'évaluer l'effet comparatif de l'extinction en cours de nuit versus allumé toute la nuit sur plusieurs espèces de chauves-souris. Et je n'ai retenu je ne me suis pas intéressé à l'extinction, là je m'intéresse simplement à l'éclairage continu en comparaison de pas d'éclairage. Et sur les murins, le groupe des murins, donc les murins, c'est des espèces qu'on ne peut pas distinguer d'un point de vue acoustique ou très difficilement, donc on fait un ensemble. Le groupe des murins diminue son activité de 71% sur un tronçon de cours d'eau éclairé quand on compare au même tronçon non éclairé. Et son activité de chasse également diminue de 70%. Alors, l'hypothèse des auteurs de cette étude, c'est que le groupe des murins en milieu aquatique est sûrement très largement représenté par le murin de Daubenton, qui est une espèce qui se nourrit à la surface de l'eau, qui est spécialisée sur des insectes aquatiques, et qui donc, lui, aurait tendance à fuir la lumière. Ces proies sont toujours présentes. Il y a des études qui se sont intéressées à ces proies et qui montrent que éclairage ou pas éclairage, les proies sont toujours présentes. Là, c'est la chauve-souris qui va éviter les zones éclairées. Et alors voilà, donc ça c'était le groupe des murins. Sur les pipistrelles pygmées, on n'a pas de modification notable de l'activité générale, c'est-à-dire qu'elle passe tout le temps.
mais par contre, l'activité de chasse est fortement affectée. Voilà, donc la théorie, l'hypothèse ici des auteurs, c'est qu'elles ne chassent pas en conditions éclairées ou beaucoup moins. Et puis, on a d'autres espèces pour lesquelles ça n'a pas d'effet significatif. Pour les sérotines et les noctules, on n'a pas vu de différence sur leur activité globale ni sur leur activité de chasse. Donc voilà, ne pas mettre toutes les chauves-souris dans le même panier, elles ont toutes des comportements différents, notamment sur ces espèces qui fréquentent les milieux aquatiques. Sur les mammifères terrestres, il y a une étude qui s'était intéressée au secteur du territoire qui était préférentiellement utilisé par les chevreuils pour leur migration et leur déplacement nocturne. Et il s'avère que les abords des cours d'eau sont des secteurs privilégiés par ces espèces. Or, il y a une étude qui a pu montrer que l'éclairage réduisait leur déplacement, ils évitaient les zones éclairées. Donc, il est très probable que c'est un effet sur leur déplacement le long des cours d'eau. Autre espèce, la loutre, qui est réputée lucifuge et pour laquelle on a également une crainte de lésion irréversible en cas d'exposition à de l'éclairage fort. Et puis une modification des conditions de chasse. Voilà, les proies de la loutre modifient leur comportement dans des secteurs éclairés et donc vont avoir une incidence aussi sur la probabilité qu'elles trouvent et qu'elles parviennent à chasser ces proies. Sur les oiseaux, je vous ai parlé tout à l'heure des migrations. Donc ça, c'est quand même un point important parce que les migrations, elles peuvent être aussi, comment dire, les grands cours d'eau sont des couloirs de migration qui sont repérés par les oiseaux. Mais au-delà de ça, en s'intéressant un petit peu à la phase d'alimentation, il y a eu plusieurs études qui se sont intéressées à ça et qui ont montré que des espèces diurnes prolongeaient leur activité d'alimentation sur le crépuscule et la nuit en conditions éclairées, et notamment des espèces qui vivent dans les embouchures et les bordures de cours d'eau. Et donc ça provoque une concurrence entre les espèces nocturnes spécialistes qui se retrouvent avec des espèces qui viennent chasser en concurrence avec elles la nuit, alors que normalement, il n'y a pas de rencontre entre ces espèces-là. Voilà, donc les espèces nocturnes auront plutôt tendance à être défavorisées, d'une part parce qu'elles ne sont pas adaptées à chasser en conditions éclairées, elles peuvent être éblouies et fuir les zones éclairées. Et en plus de ça, elles se retrouvent avec des concurrents qui prolongent leur période de chasse. Il y a un sujet aussi, et c'est peut-être la première diapo que j'aurais dû mettre, sur les producteurs primaires aquatiques. Donc, c'est les organismes vivants qui sont à la base des chaînes alimentaires et qui sont autotrophes, qui vont croître grâce à l'utilisation notamment des matières disponibles dans le milieu et de la lumière, donc notamment tout ce qui est organismes photosynthétiques qui produisent de la matière organique, qui sont la base de la chaîne alimentaire. Donc là, on va avoir une activation de la photosynthèse, même à des très faibles niveaux de lumière. Et donc, ça va avoir comme conséquence potentiellement de la prolifération de certains individus et donc un déséquilibrage du fonctionnement de l'écosystème. On a également un effet sur le zooplancton, donc les petits organismes animaux qui font partie du plancton et qui, eux, se déplacent, sont plutôt au fond de l'eau en journée et se répartissent dans la colonne d'eau la nuit en conditions naturelles et qui vont avoir tendance à rester au fond lorsque c'est éclairé. Et ces zooplanctons se nourrissant notamment du phytoplancton, ça va favoriser aussi les phénomènes de prolifération et les déséquilibres dans les chaînes alimentaires. Et après, par effet cascade, évidemment, si on affecte le zooplancton, on affecte les prédateurs qui se nourrissent du zooplancton et les prédateurs de ces prédateurs, etc. etc. Donc des effets en cascade. Également un effet sur la végétation riveraine, donc les arbres qui poussent en bordure de cours d'eau. On a plusieurs phénomènes, plusieurs impacts de la pollution lumineuse sur les arbres. Ils vont débourrer plus tôt, c'est-à-dire que les feuilles vont sortir plus tôt, et on va également avoir un retard sur la chute des feuilles, des arbres à feuilles caduques. Et donc, on va décaler dans le temps les apports de détritus foliaires, qui sont des éléments qui alimentent certaines espèces détritivores. Et donc, là aussi, ça a un effet sur ces écosystèmes aquatiques, en décalant dans le temps la disponibilité de cette ressource alimentaire pour des espèces qui sont calées sur un rythme naturel et qui vont peut-être se retrouver sans ressources alimentaires au début de la période de chute des feuilles. Voilà, donc évidemment, le tableau que je dresse là, même si on parle de lumière, il est assez sombre. Donc, quelle solution pour répondre à tout ça ? La première question clairement à se poser, c'est éclairer où il faut.
Et une des conséquences de cette question, c'est ne pas éclairer là où il ne faut pas, bien évidemment. Donc, ça peut impliquer notamment la suppression de points lumineux, et c'est évidemment la solution à privilégier autant de fois que c'est possible. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, l'éclairage, il faut simplement rappeler qu'il est censé répondre à un besoin au moment où il y a ce besoin. Il y a aujourd'hui des solutions techniques qui permettent de très bien orienter les flux lumineux pour n'éclairer que les surfaces utiles. Donc, c'est un travail à faire de conception avec des concepteurs lumière, dont c'est le métier, pour choisir les hauteurs de mât et les luminaires qui vont être adaptés aux besoins locaux. Éviter à tout prix d'éclairer de manière générale les milieux naturels, les milieux agricoles et en particulier les surfaces en eau, puisque c'est le sujet duquel on discute aujourd'hui. Voilà, donc là, on est dans les îles Lofoten et voilà, on a cette situation dans sur pas mal de nos rivières et de nos fleuves, des cours d'eau traversés par des ponts éclairés. Et c'est quand même dommage qu'il y ait eu des sommes importantes engagées par les acteurs publics et privés pour améliorer la continuité de ces cours d'eau et qu'un pont éclairé puisse mettre à mal ces efforts techniques et financiers importants. Donc, des solutions qui sont expérimentées. Je vous ai parlé du travail avec des concepteurs lumière qui vont pouvoir trouver dans les catalogues des fabricants des luminaires qui peuvent répondre à un besoin d'éclairer une surface très limitée. Il y a aussi possibilité d'adapter l'installation existante quand elle est récente, quand il n'est pas possible de la supprimer, quand ça répond vraiment à un besoin ou quand ce n'est pas opportun de la rénover, de la remplacer parce qu'on vient juste d'investir. Donc là, on est sur l'île. La ville de Lille ou la métropole, je ne sais plus exactement, enfin en tout cas on est là-haut. Et voilà, les services techniques ont travaillé à ajouter des petites jupes métalliques sur des luminaires existants qu'ils ne pouvaient pas supprimer pour justement ne pas rendre la source visible depuis les milieux naturels et milieux aquatiques environnants. Une autre illustration sur cette photo-là, où vous avez sur tous les luminaires une petite jupe qui a été mise à l'arrière. Donc, le résultat n'est pas parfait, mais il est bien meilleur que ce qu'on voit dans beaucoup de situations équivalentes, où on a autant de flux lumineux qui va taper sur la rivière que le cheminement piéton qu'il est censé éclairer. Et voilà, donc là, c'est un dernier exemple toujours sur l'île, qui a été photographié par un collègue du CEREMA qui travaille là-haut, Olivier Pichard. Donc là, c'est un pont qui a été rénové, et donc là, on a deux axes qui ont été travaillés par l'équipe. À la fois aller sur des lumières chaudes pour limiter la présence de bleu et donc essayer d'être le moins attractif possible pour les insectes, le bleu étant très attractif, le moins impactant sur les organismes vivants. Et puis aussi, on a un travail sur l'orientation des flux. Si vous regardez en dessous du pont, on n'a pas de flux lumineux direct. Le pont, la surface du pont où les piétons vont se déplacer est éclairée, mais on n'a pas de lumière qui déborde à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est encore perfectible, bien évidemment, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on voit, par exemple, sur la diapo de présentation de FNE qu'on a vu en introduction tout à l'heure. Il y a la question de la temporalité, bien évidemment. Éclairer quand il faut. Éclairer quand il faut, c'est se poser la question au cours de la nuit, à partir de quelle heure je peux éteindre, parce que clairement, à 10 h en hiver, est-ce qu'on a encore beaucoup de monde dans la rue? Et est-ce que ce monde justifie? Est-ce qu'il y a un risque, etc. Voilà. Il y a aussi une question de saison. Été-hiver. Donc, dans le PNR du Gâtinais, au sud de Paris, la moitié des communes, cette année, n'a pas allumé de toute la nuit pendant au moins 2 mois. Quand le soleil se couche à 9h30, 10h et qu'il fait encore jour jusqu'à 10h30, 11h, est-ce qu'il y a vraiment intérêt d'éclairer? La question qu'ils se sont posée, à laquelle ils ont répondu par la négative. Et c'est une expérimentation qui recrute de plus en plus de communes au fur et à mesure. C'était 1-2 au début, puis maintenant, voilà, c'est 50% des communes quasiment. Il y a aussi la question du tourisme. Les besoins de stations touristiques sont très ponctuels dans l'année, vacances scolaires, etc. Et donc, on peut avoir des scénarios d'éclairage en quantité et en secteur qui vont varier dans le temps en fonction de est-ce qu'on est en saison touristique ou pas. Évidemment, ça va avoir aussi des conséquences très palpables pour le maire sur la dépense énergétique. Voilà. La possibilité aussi d'utiliser des dispositifs qui vont permettre de réduire en cours de nuit, de la détection de présence, des horloges astronomiques, etc. pour n'apporter la lumière que quand elle est nécessaire. Pardon, ma souris est très sensible. Éclairer de manière adaptée, donc j'en ai pas mal parlé. Donc il y a la question de la quantité de lumière. La quantité de lumière, c'est un paramètre qui est très culturel.
D'après Pierre Brunet, qui est intervenu la semaine dernière, je me souviens de l'avoir entendu dire que Berlin était 2 fois plus éclairé que Paris. Ça reste une capitale européenne, mais à Paris, on a l'habitude de plus éclairer. Voilà. Donc, on peut éclairer moins et toujours rendre un service tout à fait qualitatif pour la population. Donc ça, c'est vraiment une voie aussi à explorer. Travailler sur les contrastes aussi. En fait, il y a certains quartiers de villes qui sont peu éclairés, mais c'est largement suffisant. Mais ils sont voisins d'autres quartiers beaucoup plus éclairés. Et quand on va sortir du quartier très éclairé, qu'on va arriver dans le quartier peu éclairé, eh bien, on va avoir l'impression d'être dans le noir, ce qui n'est pas le cas. Et donc, là, la solution, évidemment, ce n'est pas d'augmenter l'éclairage dans les quartiers peu éclairés, c'est de le diminuer dans les autres trop éclairés. C'est vraiment ces phénomènes de contraste qui sont très impactants. Vous devez le ressentir aussi quand vous voyez un gros panneau publicitaire en bord de route, très éclairé, et qu'après, vous ne voyez plus l'éclairage de rue, quoi. C'est ces contrastes-là qui sont les plus gênants pour l'œil humain. La question des spectres lumineux, on en a parlé tout à l'heure. Je veux quand même préciser qu'il n'y a aucun spectre lumineux qui n'est pas impactant sur la biodiversité. Ça n'existe pas. Vous éclairez la nuit, vous rajoutez une source lumineuse dans un écosystème nocturne qui est normalement sombre, ou éclairé uniquement avec de la lumière de la Lune, qui est très, très spécifique et surtout très faible, vous avez systématiquement un impact. Il n'y a pas de lumière éco-friendly. Il y a des lumières moins impactantes que d'autres. Et dans la bibliographie actuelle, on est plutôt sur des lumières orange à spectre très étroit, mais il y a certaines espèces qui sont très sensibles à l'orange. Donc, en fait, vous faites un choix. Vous choisissez de préserver un maximum d'espèces au détriment d'autres. Voilà, il n'y a pas de choix parfait. Et enfin, il y a la question de la planification. C'est-à-dire que mon territoire, ma commune, on a des secteurs urbains denses, on a des secteurs diffus, on a des secteurs commerciaux, des secteurs scolaires. Les besoins en lumière vont évoluer au cours de la nuit, au cours de la semaine. On n'éclaire pas les secteurs scolaires. Enfin, on n'a pas besoin d'éclairer la cour du collège le week-end. Voilà. Et puis, on a évidemment à intégrer dans cette sectorisation la proximité des milieux naturels et des cours d'eau en particulier. La concertation et la progressivité des changements est quand même un élément important pour favoriser l'acceptabilité des mesures de réduction, suppression de points lumineux, réduction de puissance, extinction au cours de nuit. On n'a pas tous la même perception de la nuit, on n'a pas tous la même perception de l'insécurité, selon notre âge, le quartier, la composition sociologique du quartier, selon notre sexe, notre culture, les handicaps dont on peut être porteur. Donc, il est important d'entendre les habitants d'un quartier pour connaître, entendre leurs ressentis, leurs craintes et y répondre de manière la plus adaptée possible. La co-construction, c'est aussi un gage d'acceptabilité et donc de pérennité des mesures. C'est quand même dommage quand une mairie perd une élection sur ce critère d'éclairage parce qu'elle a voulu tout éteindre rapidement et que le successeur éclaire 2 fois plus. Je pense qu'à ce niveau-là, on a tout perdu. Et l'importance de l'expérimentation, c'est-à-dire il faut, dans la mesure du possible, même si financièrement, techniquement, ce n'est pas toujours simple, essayer des techniques, voilà, l'extinction, on l'expérimente 6 mois et on se revoit, on en discute et on adapte éventuellement les quartiers, les plages horaires, etc. Des fois, les citoyens sont demandeurs de plus, demandeurs d'extinction plus longue parce que finalement, ils dorment mieux, il y a moins d'incivilité dans le quartier, etc. Donc, c'est important d'être ouvert à cette notion d'expérimentation, je pense, pour les décideurs. Et enfin, l'application de la réglementation. Donc, il y a une réglementation qui existe depuis 2018, qui a été présentée par Pierre Brunet, et sa présentation, elle est toujours disponible en téléchargement. Et j'insiste simplement sur le fait que cette réglementation, à son article 4, paragraphe 5, précise que depuis 2020, 1er janvier 2020, l'éclairage direct des surfaces en eau est interdit. Donc, les surfaces en eau, c'est les cours d'eau, les fleuves, les étangs, mais c'est également la mer. Et au niveau maritime, c'est également la partie terrestre du domaine public maritime, donc les plages, qui ne doivent plus être éclairées directement par les nouvelles installations d'éclairage. Et on a également une rétroactivité de cette mesure, c'est-à-dire que les installations existantes ne doivent pas éclairer directement tout ce que je viens de vous dire, à partir du moment où leur fonction première n'est pas d'assurer la sécurité. Si c'est de l'éclairage de mise en valeur, par exemple, ils doivent être modifiés, quelle que soit leur date d'installation, pour ne plus éclairer directement le cours d'eau. Éclairer directement le cours d'eau, c'est vous êtes un poisson ou un canard qui vogue à la surface de l'eau, vous ne devez pas voir la source. Vous pouvez voir la pile d'un pont éclairée par réflexion,
mais vous ne devez pas voir la source lumineuse. Voilà, je suis désolé, j'ai parlé un peu vite. J'espère que c'était clair et que j'ai à peu près respecté le timing. Et maintenant, j'ai des questions. Suis. Merci beaucoup. C'était très clair. Du coup, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez utiliser la petite bulle discuter pour revenir sur la présentation de Samuel. Pour l'instant, on a une question de Dominique Portier qui voulait revenir sur un truc assez technique que tu as cité sur les lésions irréversibles sur la loutre au niveau des yeux. Alors, je ne sais pas si toi, tu es capable de répondre à ça. Alors, comme je disais, j'ai repris le travail qu'avait fait, le stagiaire que j'avais eu en 2019, Alexis Boyer, pardon, ça me revient. Alors, sur les loutres, il donne les références de la biblio. Donc, l'auteur, c'est Deslandres en 2006. Et moi, ce que j'avais retenu dans ce que j'avais lu, c'était effectivement sur les yeux. C'était des lésions irréversibles sur les yeux qui pouvaient provoquer la mort des individus. Assez rapide. Voilà. Je vous invite après à récupérer le PowerPoint et aller voir directement la publication en question parce que moi-même, je ne l'ai pas relu là avant cette présentation. Ouais. Et ce travail de synthèse qui avait été fait par le stagiaire est disponible. Alors, justement, là, c'est. Il y avait un article qui avait été fait, non? Enfin, moi, oui, on avait sorti un article dans le magazine Eau et Rivière de Bretagne. Oui. Effectivement, il y a 2 ans de ça, qui était basé sur le travail d'Alexis, effectivement. Et c'était une revue payante produite par l'association Eau et Rivière de Bretagne, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est un travail qu'on souhaiterait mettre à jour. Hein. Il y a un intérêt vraiment à le faire. Après, il y a un intérêt et en même temps, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la démonstration de l'impact de la lumière sur les milieux aquatiques et les espèces qui y vivent, elle est évidente. On aurait pu s'arrêter à la 3e ou 4e publi, il y en a des centaines. En gros, ce que ça va nous apporter, c'est la capacité éventuellement, si on a une espèce cible sur un milieu particulier, d'essayer de faire le moins mauvais choix technique. Voilà. Pour moi, toute la biblio qui reste à faire, c'est ça qu'elle va nous apporter. Mais sur le principe de base qui est il ne faut pas, et si on doit, il faut vraiment limiter autant que possible les quantités, limiter les flux lumineux qui partent vers l'eau, etc. On n'a pas besoin de se refader toute la biblio pour arriver à cette conclusion-là et il est temps de passer à l'action. En effet, ouais. Et ça, du coup, ça va plutôt être le travail des conservateurs sur les espaces à enjeux, de hiérarchiser les enjeux de biodiversité grâce à la biblio existante. Mais nous, c'était ça l'idée de te faire intervenir aujourd'hui, c'était de réaliser l'importance de l'impact de la pollution lumineuse sur ces milieux-là. Et après, nous, de nous approprier ces enjeux pour mettre en place aussi les solutions et pousser à faire mieux quand on voit l'importance du sujet. J'ai pas beaucoup plus de questions. Là, il y a une nouvelle question. Existe-t-il des études qui permettent d'évaluer les différents impacts sur la biodiversité entre un éclairage sur une partie de la nuit, par exemple, extinction entre 23h et minuit et une extinction toute la nuit? Donc la question c'est est-ce que ça change quelque chose d'éteindre à une partie de la nuit ou toute la nuit? Oui, ça change complètement. Ouais. Ça change complètement. Il y a très peu d'études là-dessus. Alors, il y a un travail qui a été mené par Clémentine Azam dans le PNR du Gâtinais, qui a donné lieu à une publication, qui montrait que sur des espèces communes, l'extinction en cours de nuit n'avait pas d'effet significatif. L'explication qui était donnée, c'est que sur ces chauves-souris-là, l'activité de chasse, elle est concentrée en début de nuit, au moment où on a besoin d'éclairer. Donc, en fait, éteindre en cours de nuit, ça ne change rien, parce que le principal de l'activité, il est crépusculaire et en début de nuit. Voilà, sur ces espèces-là. Il y a eu un travail que je vous ai cité tout à l'heure quand j'ai parlé des chauves-souris aussi en 2022, là qui s'intéresse, qui compare l'effet de 2 heures d'allumage, c'est-à-dire on allume 2 heures avant d'éteindre, 4 heures d'allumage et on allume toute la nuit. Et tout ça c'est comparé avec on éteint toute la nuit. Je vous invite à aller lire cette publi, elle n'est pas simple à comprendre, elle produit des résultats assez contre-intuitifs. Parce qu'en fait, on a des décalages dans l'activité des chauves-souris
Par exemple, les murins, là, l'hypothèse qu'ils font, c'est que les murins vont décaler leur... Quand il y a une extinction au cours de nuit, ils vont décaler leur début d'activité après l'extinction. Mais en faisant ça, bah, ils arrivent à un moment où les insectes ne sont plus forcément là. Donc, on va avoir de l'activité de chauve-souris, mais on ne va pas forcément avoir de chasse et d'alimentation. Voilà. Et là, ils font un... L'étude, elle est complexe, hein. C'est celle que j'ai essayé de résumer. C'est pour ça aussi que je me suis permis de ne résumer que l'effet constaté sur l'activité globale et sur la chasse. Et je n'ai pas du tout parlé de l'effet de l'extinction. J'ai juste comparé, on allume une nuit complète ou on éteint une nuit complète. Déjà, on voyait qu'on avait des incidences notables sur l'activité générale et l'activité de chasse. Mais effectivement, eux ont essayé d'évaluer ça. Il y a eu d'autres travaux qui ont été menés. Alors, ce n'est pas une publication scientifique, mais il y a eu des suivis qui ont été faits sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Oui, oui, c'est bien l'article de 2022, là. L'article de Stone. Non, attendez, les auteurs sur les chauves-souris. Donc, c'est Hooker, Lintott, Stone 2022. Alors, est-ce que j'arrive à sélectionner là? Ouais, je vous mets les références ici. Super. Voilà, pour celui-là. C'est cet article-là qu'il faut lire avec attention. Il est assez complexe et il y a des réactions très variées selon les espèces auxquelles on s'intéresse. Donc voilà. Bon, après, voilà. Quel journal dans lequel ça a été publié? Si c'est ça la question, je n'en sais rien. Moi, je passe par ResearchGate. Donc, c'est un agrégateur. Je ne suis pas chercheur, hein, donc j'avoue que je n'ai pas forcément les bonnes méthodes d'élaboration des synthèses bibliographiques. Si tu parles de la revue Eau et Rivière de Bretagne, du coup, c'était ça dont on parlait avant pour le. Je ne sais pas de quoi parle Laurent. Laurent, il pose la question de l'article de 2022 et quel journal a la suite. Donc, j'imagine que c'était plutôt cet article-là. Ah, ok, ok. Mais voilà, en tapant le nom des auteurs et l'année, je pense que ça se trouve assez facilement dans ResearchGate. Le résultat, il sort assez rapidement. Voilà, et donc il y avait des travaux sur Nice-Côte d'Azur où ils avaient montré que des espèces lucifuges revenaient après extinction. Mais voilà, là, l'étude qui vient de sortir dit que même si elles reviennent, potentiellement, elles n'ont pas forcément de quoi manger. Donc, ce n'est pas parce qu'elles reviennent que ça suffit de dire que c'est une mesure pertinente. Le message qu'on porte en général, dans l'état actuel des connaissances, qui est très fragmentaire sur le bénéfice que peuvent tirer les animaux de l'extinction au cours de nuit, c'est que d'un point de vue énergétique, c'est évidemment une bonne mesure. Après, pour les espèces, ouais, c'est ça aussi. Dans l'article de 2022, il y a même pour un des groupes d'espèces où, en gros, il y a moins de chasse quand on éteint en cours de nuit que quand on laisse allumer toute la nuit. Donc, on a un effet contre-productif pour certaines espèces. Espèces banales, pour se dire. Mais voilà, ça veut dire qu'on a vraiment une réaction qui est espèce dépendante et qu'il faut bien se garder de généralité et de dire j'étais en cours de nuit, c'est favorable à tout le monde. Il y a des espèces pour qui ça sera peut-être favorable, d'autres ça ne le sera pas, d'autres ça sera défavorable. Donc, dans tous les cas, la meilleure solution, c'est toujours de ne pas allumer ou de rendre la source la moins puissante et la plus directive possible pour limiter sa détectabilité. Et peut-être pour donner un exemple de solution, nous, localement, à Villeneuve-Tolosane, il y a une collectivité qui a fait le choix de faire une extinction, un allumage tardif. Et ça permet aussi de passer cette période crépusculaire où il y a une forte activité de la biodiversité et donc d'avoir un village qui va naturellement se plonger dans le noir et les lampadaires vont s'allumer peut-être 1 heure après les lampadaires des villes aux alentours. Donc il y a aussi ce genre de solution, mais voilà, pour éclairer vraiment le moins possible et respecter ces périodes de transition de lumière naturelle un petit peu. Bah là, je trouve ça super qu'ils testent ça, mais d'un point de vue usager, c'est très contre les principes de l'éclairage. Voilà. C'est vrai. Pourquoi éclairer dans ce cas-là? Si on n'éclaire pas à l'heure, tout dépend de l'heure qu'on considère, parce que tu es en été, en hiver, tu n'as pas du tout la même heure de coucher du soleil. Et d'ailleurs, tu n'as pas les mêmes enjeux chauve-souris. Hein, quand le froid arrive, l'enjeu est pas mal. En effet, parce que du coup, on éclaire des endroits qui doivent être éclairés parce qu'il y a un besoin des usagers, des habitants, des habitantes. Mais a priori, ce choix qui a été fait a été plutôt bien accepté parce que c'est bien réfléchi et
on n'est pas dans le noir, quoi. C'est juste que l'allumage est tardif jusqu'au moment où vraiment on peut plus voir. D'accord, ok. Parce qu'on a quand même cette longue période en fait crépusculaire où souvent on voit un allumage même quand il fait encore jour dans la Ouais, plupart des villes et villages. tout à fait. Peut-être la dernière question pour passer à la suite, parce qu'on va essayer de ne pas terminer trop tard pour manger tout ça. Comment gérer l'éclairage dans le domaine privé? Y a-t-il des contraintes? Donc là, c'est peut-être plus sur les histoires de réglementation. Je te Ouais. laisse revenir dessus. Alors, là-dessus, je vous renvoie sur deux ressources. D'ailleurs, je vais les partager dans le chat. D'une part, il y a la réglementation qui s'applique sur certaines installations d'éclairage privé. Et donc, pour toutes les nouvelles installations d'éclairage. Alors, attendez. Moi, est-ce que je vais avoir ça? Je vous le mettrai dans le chat quand j'aurai terminé, que ce sera plus moi qui interviendrai si ça vous dérange pas. Je vous mettrai les ressources là. Donc, à la fois la réglementation et aussi une fiche du CEREMA qui s'intéresse à la planification de l'éclairage et aux différents outils contractuels. Donc, moi, j'ai identifié deux outils essentiellement. Non, trois outils, pardon, pour s'intéresser à l'éclairage privé. Il y a le PLU. Dans le PLU, on peut prévoir des mesures cartographiées avec des règles spécifiques sur les secteurs de continuités écologiques. C'est l'article 153.1 du Code de l'urbanisme qui permet que la commune, dans l'élaboration du PLU, doit tenir compte des trames vertes et bleues, et la trame verte et bleue doit prendre en compte la gestion de la lumière artificielle la nuit. Donc, un PLU est fondé à s'intéresser à cette question-là. Et voilà, donc dans une fiche du CEREMA, on a essayé d'identifier les différentes manières dont on pouvait intégrer cette problématique-là dans le PLU. Donc là, ça va s'intéresser aux nouveaux projets d'aménagement, c'est-à-dire construction d'une maison, d'un garage, dès qu'il y a un permis de construire qui est demandé. Donc ça, c'est pour les futurs projets. Pour les projets existants, quand on a de l'éclairage qui peut être problématique sur les milieux aquatiques, on identifie deux axes. Donc le premier, c'est les AOT, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Et là, ça va s'intéresser notamment aux commerçants, par exemple restaurateurs, etc., qui demandent à la commune le droit d'installer une terrasse, une partie de leur activité sur le domaine public, géré par la commune. La commune, dans ce cas-là, elle va délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et elle va pouvoir conditionner cette délivrance d'autorisation au respect d'un certain nombre de critères. Ces critères peuvent intégrer un cadrage de l'éclairage ou une interdiction, etc., etc. Donc ça, c'est quand on a une relation entre la commune et un demandeur d'AOT. Et dans un cas plus général, on a aussi les obligations réelles environnementales. Donc une obligation réelle environnementale, c'est un contrat entre un propriétaire de foncier, un propriétaire, ça c'est important, pas un locataire, entre un propriétaire de foncier et un co-contractant. Le co-contractant, ça sera une collectivité, un établissement public ou une personne morale de droit privé qui agit pour la protection de l'environnement. Par exemple, ça peut être une association de protection de l'environnement. Et dans ce cas-là, FNE peut tout à fait, sur un territoire communal, dire, voilà, la commune a déjà fait le job de travailler sur la trame noire en réduisant l'éclairage communal, public, mettant en place de l'extinction, en redirigeant les flux lumineux vers les surfaces utiles, en supprimant des points lumineux. Mais il y a des trous dans la raquette parce que cette trame noire, elle traverse des terrains privés. La FNE ou la commune, d'ailleurs, peut très bien aller voir ses propriétaires privés en leur disant, voilà, vous êtes situé dans ce qu'on appelle une trame noire, votre éclairage nuit à la bonne fonctionnalité de cette trame, et donc on vous propose, et là c'est une proposition, le propriétaire accepte ou pas, mais on vous propose de mettre en œuvre des actions sur votre terrain pour justement modifier votre éclairage pour plus qu'il soit impactant, et on vous propose de vous accompagner techniquement, financièrement, enfin voilà, là, toutes les modalités sont possibles, mais voilà. Et donc, en gros, le propriétaire prend un engagement vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de la mairie en disant « Ok, je suis d'accord pour mettre en œuvre ». Et puis, cet engagement, il le prend sur le terrain, c'est-à-dire que s'il vend son terrain, les futurs propriétaires seront tenus de respecter les mêmes engagements sur une durée qui pourra aller jusqu'à 99 ans, la durée étant précisée dans le contrat initial. Voilà, donc c'est trois outils qui nous semblent permettre de travailler sur le sujet. Merci. Du coup, pour la suite, nous, l'idée, c'était de maintenant vous parler qu'on a compris quels étaient les impacts sur le milieu, de vous parler de nous, la solution
de cette campagne qu'on met en avant à travers la campagne Allo Allo. Là, il y avait une petite image pour revenir sur ce que disait Samuel sur la réglementation. L'idée de cette campagne va vous être présentée par Jeanne en suivant. Et c'était vraiment en fait de porter à contribution le milieu associatif et de voir nous, en tant que militants écolos, en tant qu'associatifs, association, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce débat-là. Maintenant que le CEREMA, l'OFB, les écologues nous ont mis à disposition en fait toute cette expertise et toutes ces données pour nous dire qu'il y a un fort impact sur les milieux, qu'il y a une réglementation. Et nous, on fait le constat qu'il y a des manquements au respect de cette réglementation. Et comment on fait, nous, les militants, pour amener tout ça dans le débat public avec les outils qu'on a. Donc, je vais laisser la parole, je ne vais pas parler plus que ça sur la réglementation et tout ça. Et n'hésitez pas à aller voir la présentation, le webinaire précédent si vous voulez vous perfectionner sur ces questions de réglementation de la semaine dernière qui est disponible sur notre site internet. Et je vais laisser la parole à Jeanne pour vous parler très concrètement de la campagne, comment est-ce qu'on la réalise. Bonjour, du coup je suis la service civique qui va s'occuper des traitements. Donc en fait la campagne elle a lieu sur Sentinelle de la Nature. C'est une plateforme qui se retrouve sur Internet ou alors c'est une application sur téléphone. Et l'intérêt c'est de pouvoir signaler des dégradations de nature ou alors de montrer les initiatives favorables. Et nous du coup on utilise l'outil campagne pour la campagne Allo Allo. Et l'idée c'est de faire un signalement avec un certain nombre d'informations pour que je puisse traiter moi par la suite de la meilleure manière possible. Donc, il faut qu'il y ait l'adresse GPS. Alors, par exemple, là. OK, pardon. Du coup, l'idée, c'est que vous marquiez l'adresse GPS du lieu où vous avez retrouvé cet éclairage, l'heure de l'observation, si vous considérez que cet éclairage est public ou privé, et surtout une photo de l'éclairage où on voit bien qu'il a un effet direct sur le cours d'eau. Et du coup, par exemple, ici, j'ai fait une balade à 20h38 à Toulouse, au canal de Brienne, et j'ai marqué l'adresse qui était la plus proche, donc 16 avenue Paul Séjourné. Et donc, là, on voit bien que c'est une lumière publique. Et du coup, on voit qu'il y a deux types de lumière. Il y a le type de lumière qui est utile pour le déplacement des biens, mais aussi de la lumière qui est là pour la mise en valeur du patrimoine. Et du coup, techniquement, ce n'est pas le même impact nous par la suite. Et donc là, on voit que dans tous les cas, les deux, ils créent une barrière lumineuse sur le cours d'eau et sur donc, le corridor écologique. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir parler de ces lumières, même si elles sont réglementaires, puisqu'il faut ouvrir un débat sur comment on peut améliorer ce type de lumière et du coup faire en sorte qu'on séquente moins les corridors écologiques. Et du coup, là, par exemple, c'est le premier signalement qu'on a reçu sur la campagne. Donc, il est assez complet. Le seul problème, c'est que l'éclairage, on ne voit pas directement son impact sur l'eau. Et du coup, nous, ça nous limite un peu. Ça veut dire qu'on doit faire des recherches supplémentaires. Mais sinon, il y a toutes les informations. Il y a bien l'adresse GPS, si c'est public, etc. Et du coup, c'est vrai que si on pouvait avoir des photos avec un signalement avec la lumière qui se reflète vraiment sur l'eau, ça nous aiderait. Et du coup, par la suite, quand on va recevoir ces signalements, l'idée, c'est d'envoyer un mail, donc soit avec une approche juridique si c'est non réglementaire, soit avec une approche de sensibilisation en ouvrant un débat. Et on va faire au compte-gouttes si c'est de l'éclairage qui appartient à du privé, donc on informe le propriétaire dès qu'on a le signalement. Mais si c'est de l'éclairage qui est public, nous, on a décidé qu'on récupérerait tous les signalements et qu'à la fin, on enverrait un seul mail pour avoir plus d'impact et pour montrer, par exemple, sur un cours d'eau, combien de fois il a été séquenté dans cette commune et du coup, montrer l'importance de la pollution lumineuse. Et voilà. Et la campagne, elle se termine le 4 décembre. Du coup, faites-nous des signalements. Merci. Du coup, si vous avez des questions techniques sur cette campagne, je peux y répondre. Peut-on joindre plusieurs photos lors du signalement? Oui, après, il y a une limite dans la taille des photos. Mais comme l'a dit Jeanne, je le répète, nous, ce qui nous importe vraiment, c'est d'avoir des photos qui viennent directement éclairer le cours d'eau, parce que c'est ça qui nous intéresse via la réglementation. Après, nous, on a fait un webinaire précédemment où vous allez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de la réglementation.
Mais comme l'a dit Jeanne, nous, ce qu'on veut, c'est un maximum de photos. Ce n'est pas à vous, avec vos connaissances, de décider, en fait, de comprendre si l'éclairage est réglementaire ou non. Ça va être aux juristes de notre association de le faire. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un maximum de données, parce que même si un éclairage est réglementaire, il peut avoir un fort impact sur le milieu aquatique, et ça nous intéresse quand même d'avoir ces données-là et d'en parler. Notamment, même tout ce qui va être les éclairages indirects avec en fait, rebond de la lumière sur une paroi ou sur un mur, ça peut aussi avoir un fort impact. Donc, il y a plein de choses à discuter. Donc, nous, on veut un maximum de photos. Et lors du signalement, si vous nous en mettez plusieurs, c'est super, en effet. Ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'infos pour pouvoir traiter ça le plus facilement possible. Et voilà. Je lis. Un grand merci. Seconde question, peut-on participer en dehors de la période de la campagne? Alors, nous, on fait des campagnes du coup sur des années qui sont financées sur des années parce que c'est l'agence de l'eau qui fait ça et tout ça. Et nous, qui nous finance, on doit faire des bilans. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête début décembre. C'était assez court. Après, le mouvement FNE a décidé de probablement refaire une campagne de la sorte en 2023. Donc là, c'était un petit peu un test et ça va sûrement être quelque chose qui sera généralisé à plus de régions parce qu'on a envie de le faire plus largement. Donc on va sûrement relancer la machine l'année prochaine. Mais après, en dehors de la période de campagne, vous pouvez toujours utiliser Sentinelle de la nature qui peut s'utiliser hors des outils campagne, bien sûr, pour faire toutes sortes de signalements d'atteinte à l'environnement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Une petite précision sur ça. Si vous envoyez une photo liée à la pollution lumineuse sur l'eau en dehors de la campagne, c'est les personnes qui vont récupérer cette photo ou ces données-là sont moins avertis ou moins experts sur le sujet et du coup, ils risquent de vous renvoyer de renvoyer aux utilisateurs des actions que que la sentinelle a postée peut faire d'elle-même et il va pas y avoir d'action mise en place par la fédération. La différence avec cette campagne où c'est nous qui allons mettre en place des choses et envoyer des courriers sur cette campagne-là. Ouais. Et aussi à noter que là, on parle de Sentinelle qui est un outil qui est développé à l'échelle nationale, mais que chaque région a une façon un petit peu différente de gérer l'outil. Donc, on ne va pas avoir forcément les mêmes traitements dans toutes les régions parce qu'on n'a pas les mêmes salariés, les mêmes expertises partout. Donc, il faut aussi être un peu indulgent avec nous parce que c'est un outil nouveau qu'on met en place petit à petit. Je crois qu'on ne va pas faire beaucoup plus long. On a fait 1h30. C'était notre super objectif. Je crois qu'on l'a tenu. Merci à tout le monde. Merci à Samuel pour l'intervention. Merci Jeanne et Léon. Merci moi.